Bonjour, je suis ravie de vous accueillir à cette deuxième table ronde de la journée intitulée «Le procès Barbie, vue d'Europe». Nous devions avoir 3 intervenants, nous n'en avons malheureusement que 2, puisque Madame Herta Däubler-Gmelin ne peut pas se joindre à nous aujourd'hui. Mais nous sommes honorés d'avoir la présence tout à ma droite de Monsieur Piotr Tsiwinski, qui est historien et qui est aussi, surtout, le directeur du musée d'Auschwitz-Birkenau. Et à côté de lui, M. Carlo Saletti, qui est historien italien, qui a beaucoup travaillé sur les documents des Sonderkommando, des commandos, pardon, et dont les témoignages ont servi de source principale au livre Des voix sous les cendres, qui a lui-même inspiré le film Le fils de Saül, que certains d'entre vous ont sans doute vu. C'est monsieur Saletti qui va parler le premier, suivi de monsieur Tsiwinski. Je m'appelle Brigitte Sillon et je suis chercheur affilié au Global Studies Institute de l'Université de Genève et je suis aussi membre du conseil scientifique du Mémorial d'Isieux, au même titre que monsieur Saletti. Monsieur Tsiwinski est lui membre du conseil d'administration du Mémorial d'Isieux. Merci. Bonjour à tous. Merci. Donc la question de la réception, les réflexions que chacun pays, dans mon cas l'Italie, a conduit sur les procès Barbie, procès très médiatisé en Europe, donc suivi en Italie très largement par toute la presse. Alors j'ai conduit à une recherche sur les 3 principaux journaux de l'époque, c'est-à-dire le Corriere della Sera, la Repubblica et la Stampa. Donc, quand j'ai dit les 3 principaux journaux, je veux dire les chiffres des ventes. Je regrette un peu l'époque de cet âge d'or de la presse qui était notamment tué par l'arrivée d'Internet, du web. Mais il faut dire que dans les années 80, donc, le tirage complexe de la presse italienne, c'était environ de 4 millions de copies par jour. Et les 3 journaux que j'ai nommés, donc c'est-à-dire sur lesquels j'ai conduit ma recherche, Corriere della Sera, La Repubblica et La Stampa, ça couvrait environ la moitié de cet tirage. Donc c'est énorme par rapport à le numéro de copies vendues aujourd'hui. Donc c'est-à-dire toute la période mai-juin, début juillet était couvert par les trois journaux. Les mois de mai, il faut vraiment dire presque chaque jour. Donc, il y avait 2 envoyés spéciaux à Lyon, donc pour chacun journal. Donc, c'était vraiment un grand investissement économique. Et donc, je pense qu'on peut dire aujourd'hui que la public italienne était très bien informée. Elle avait au moins la possibilité de s'informer sur cet procès. Dans le cas de mon pays, l'Italie, ça c'est pas. J'ai réfléchi sur ça. Je vais réfléchir sur ça après parce que la question de la réception, ça pose tout d'abord aussi la question de le miroir. Donc, c'est-à-dire comme l'Italie réfléchit en même temps sur ses propres crimes. Et donc, l'histoire juridique par rapport aux crimes contre l'humanité de France, relancée par les procès Barbie, et quand je veux dire relancée, je pense qu'il y a une véritable coupure dans la fin des années 70 et le début des années 90. C'est-à-dire, il y a une coupure parce que c'est une nouvelle génération qui, enfin, pour la première fois, peut juger la génération précédente. Donc, c'est vraiment un changement au niveau des juges, des avocats, des publics. C'est vraiment un changement d'époque. Donc, l'effet qu'il y a une autre génération. Ce n'est pas la même génération qui fait ça, en principe. Et ça pose déjà une coupure intéressante. Et l'autre coupure, et je parlerai de ça, c'est une expression qui un historien italien qui s'appelle Alberto Melloni appelle j'ai traduit de l'italien, donc je ne sais pas si c'est une expression qui peut avoir un sens en français, mais c'est la tribunalisation de l'histoire. C'est-à-dire il y a une véritable convergence, et ça, au niveau d'histoire, ça pose des questions extraordinaires entre la procédure juridique, donc l'essence même de la philosophique, le sens des jugés,
et donc de rétablir une vérité judiciaire, la question historique. Et vous avez Serge Klarsfeld, c'est un personnage extraordinaire, parce qu'il présente les deux dimensions en même temps. Il est un juriste et il est aussi un historien. Donc. Et la troisième question, c'est la question de l'histoire qui se croise à ça et la mémoire. Donc, dans les années 90-80, on peut vraiment penser à une autre époque de cette question judiciaire. Et donc là, qu'est-ce qui passe en France? Qu'est-ce qui est les regards de la presse italienne sur les procès à Barbie? Et qu'est-ce qui passe en Italie sur ça? Donc, il y a un effet de miroir, il y a une réflexion sur les crimes italiens. Ça, c'est tout. C'est des questions très intéressantes. Et il faut dire, malheureusement, il n'y a pas des études encore développées. Donc, c'est vraiment une question que vous m'avez posée et très originale. Parce que j'ai rien trouvé. J'ai des petits morceaux, des choses, mais il n'y a pas encore une réflexion, disons, comparative entre les différentes questions. Et vous verrez, il y a des choses intéressantes à dire. Donc, sur la répression en telle quelle, on a donc les trois, je dis Corriere della Sera, Repubblica, Stampa, on a presque une centaine d'articles qui sont sortis à partir de 3-4 mai jusqu'au 6 juillet, donc la fin des procès. Pour nous en Italie, vers la fin du procès, il y a une autre chose intéressante, parce qu'il y a l'affaire Waldheim qui se creuse avec les procès Barbie, et vous avez Madame Beate, je regarde vous, parce que vous êtes actrice principale, et les jours 25, et il n'y a pas surtout les trois journaux, il n'y a pas des articles sur le procès Barbie, mais il y a un article sur Madame Klarsfeld et Serge qui sont à Rome pour accueillir avec des panneaux l'arrivée de Waldheim reçue par un Vatican, donc question très, 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 très controverse. On a eu une arrestation aussi, vous êtes tenu à l'aéroport. Et alors là, c'est intéressant parce que c'est vraiment le moment où les deux pages d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire Barbie en France, Waldheim, on était alors en pleine affaire Waldheim, qui débarque à Rome, à Fiumicino. Et donc, on peut lire Madame Beate Klarsfeld, le chasseuse de Barbie. Donc là, Waldheim et Barbie, ça devient vraiment la même face d'une question qui est tombée sur l'Europe, sur la France et sur l'Italie, et qui vraiment pose des questions plutôt complexes. Donc, je veux pas faire, maintenant j'ai pas le temps, je veux pas faire une élencation des articles, mais j'ai un peu résumé l'esprit et un peu les motifs de cet article. Alors je dirais sur 4 points. Tout d'abord, il y a dans la presse italienne, donc dans la perception de cet envoyé à Lyon, que c'est la possibilité, la chose qui une partie de la France attend, c'est les procès à Vichy. Donc, c'est-à-dire, à travers Barbie, on peut arriver à la cœur de la question, que c'est vraiment le rôle joué par l'État français, Et ça, c'est marqué tout au début. Il y a vraiment, qui lance la question, c'est une grande juriste italienne. Comme ça, je profite pour faire mémoire de son nom, c'est Antonio Cassese, c'est une des pères de la Cour pénale internationale. Parce que lui, il écrit au début de l'année un remarquable article très technique sur les questions juridiques. Ça est paru sur une revue qui s'appelle Micromeg, une revue de la gauche intellectuelle, et il signe un grand article qui pose les questions juridiques, strictement juridiques, posées par les procès. Donc, après, c'est la une qui parle. Donc, il faut dire aussi, j'ai marqué 12
12 une, je ne sais pas si on dit ça en français, 12 une dans la presse. Donc, pour dire que le procès Barbie, ce n'est pas une chose qui paraît dans les affaires étrangères ou dans le monde. Mais il y a différentes occasions où ça a fait la une de 3 journaux. Donc, alors, les procès à l'occasion pour la France, entre guillemets, de réfléchir sur son passé. Deuxième question, la sensation d'être devant un procès, une spectacularisation du procès. Et ça, c'est bien déclaré à travers un entretien qui donne Serge Fuster le 9 mai al Corriere della Sera, où il développe son argumentation sur ça, sur les dangers aussi d'avoir une hyper-spectacularisation du procès. La siège du tribunal est définie aussi par dans un autre article, je cite, un tribunal qui semble une sorte une mixte entre Cinecittà et Hollywood. Donc il y a vraiment dans les années, au moitié des années 80, déjà ce côté des spectacularisations. Et ça, c'est les côtés qui arrivera dans les années suivantes. Il y a aussi la sensation qu'il y a la grande chance pour les tribunaux, et ça pose des questions, pour les procès, de devenir une leçon d'histoire. Donc, de posséder ce devoir, de gagner ce rôle aussi de pédagogique. Et je rappelle à ce propos, il y a une juriste, je pense très connue en France, qui s'appelle Mark Oziel, il est américain, et il a réfléchi sur les procès de transition, de l'époque de la transition, en disant que ce sont des procès qui sont une théâtre pédagogique de l'histoire. Donc là, je pense que les journalistes ne connaissaient pas les juristes américains, mais ils voulaient dire quelque chose je pense, de semblable. Donc ça, c'est un peu l'esprit avec lequel le lecteur italien s'approche au procès. Il faut dire une chose, parce que les lecteurs italiens, il n'a pas les connaissances du lecteur français, du public français. Je veux dire, il n'y a rien traduit en italien qui concerne Vichy et la France. Donc, à l'époque, Vichy et la France, c'est qu'une question de spécialistes, des historiens. Et donc là, par rapport au public français, ça constitue un problème, oui. Et là, ça s'explique aussi la répétition des données historiques, des choses qui font les journalistes. Il y a en particulier un grand envié spécial en France du Repubblica qui s'appelle Bernardo Valli, qui intervient justement sur ça. Il comprend qu'il faut faire vraiment de petites leçons d'histoire de la France de Vichy, de la France de la guerre, pour que les lecteurs italiens puissent comprendre les côtés historiques. Un quatrième point intéressant, et ça je veux dire par rapport au procès Eichmann, on parlera aujourd'hui du procès Eichmann, et Barbie il est décrit comme un homme commun, un petit homme commun, mais on utilise l'expression « les diables ». Et ça, c'est intéressant. Et je cite 2 titres d'articles. Le 27 mai, donc, le retour de Barbie au procès, après les tentatives de s'exclure de Vergès, de maître Vergès. Alors, le titre, c'est Barbie, les démons est retourné. Les démons, on utilise cette expression. Il y a plusieurs lieux où on utilise les diables, les démons. Et par une espèce de proposition d'équation de transmission, aussi Vergès est appelé l'avocat du diable. Donc c'est intéressant. Et je pense, vous l'avez connu, Vergès c'était vraiment il avait la physique du rôle pour jouer les rôles de l'avocat. Donc on procès les diables, l'imputat c'est nommé les diables, c'est vraiment la spectacularisation, et Vergès c'est l'avocat du diable.
Ça, c'est intéressant pour moi, parce que ça met en discussion la diffusion et donc la réception, au moins en Italie, de l'expression la banalité du mal. Alors, vous savez, aujourd'hui, j'ai cette sensation, aujourd'hui, on utilise partout la catégorisation des banalités du mal. C'est l'expression utilisée par Hannah Arendt, notamment au procès, dans son reportage sur la banalité du mal, Banality of Evil, qu'il a fait à Jérusalem. Mais à l'époque, ce n'était pas employé, ça. Donc, alors je pense que les soucis qu'il y a eu ce paradigme, à travers lesquels aujourd'hui on interprète tout ce genre de crimes, je veux dire pas chez les historiens ou chez les juristes, mais chez le grand public, hein, et porté le journaliste, sont portés à penser qu'un crime comme un génocide, un crime contre l'humanité, c'est un crime de banalité de mal. Donc, à l'époque, il n'était pas utilisé. Et alors, on voit, c'est intéressant, c'est étrange aujourd'hui, on voit les contrastes entre cette description qui est faite tout d'abord le jour où les 4, les 5 ou les 6 pour l'Italie, où les Barbier, il arrive finalement à se faire voir devant le public, à la cour, comme imputé, tel qu'il est imputé dans sa cage. Et on les décrit comme totalement un homme dépourvu de fascination, de rien. Il est une petite homme. Et par contre, on utilise le mot « les diables ». Donc une espèce de petit homme déguisé en diable, ou d'un diable déguisé en petit homme. Et ça, c'est une chose intéressante. C'est terminé ? Un dernier point, oui. Un dernier point, il y a aucun, et ça, comme ça, je peux, avec ça, relancer la deuxième partie, il n'y a aucune réflexion sur la situation italienne. Et ça, c'est vachement intéressant, parce que, comme je dirais après, j'espère, il y a une sorte de décalage d'une dizaine d'années entre la mise en cause de ce passé français et du passé italien. Et il faudra attendre les procès Pripke, une dizaine d'années après, pour avoir la même réception en Italie, donc une espèce de déclenchement de cette passé qui ne passe pas, et donc relancer les questions que Barbier avait déjà relancées. Mais là, vous voyez, c'est avec un autre destin, disons. On revient à ça tout à l'heure. Oui, ne perdez pas le je fil suis de dans votre le pensée. temps. Parfait. Oui. Merci. Merci beaucoup, M. Saletti. Donc bon, en Pologne, on est dans une situation complètement différente. Les médias ne sont pas en fait une expression de la société, mais en fait sont une imposition d'une idéologie du gouvernement. Donc il faut bien le comprendre que ce qui est écrit en fait ne vient pas d'en bas, mais descend d'en haut. Il y a quatre grandes périodes au communisme polonais par rapport à la Shoah. Sous le stalinisme, en fait, la Shoah, ou les crimes nazis en général, sont présentés comme un aboutissement extrême d'un impérialisme capitaliste. Hein, c'est très facile, ça permet de mettre tout l'Occident dans le même sac. Puis à la fin du stalinisme, pendant la plupart des années 60, en fait, il y a une détente. Elle se concrétise par exemple à Auschwitz par la mise du monument à Birkenau et non pas à Auschwitz, c'est intéressant, ou l'ouverture du bloc 27 avec l'exposition juive. En 68, l'antisémitisme d'État arrive, les Juifs sont renvoyés de Pologne, les relations avec Israël sont rompues, et de nouveau il y a un silence qui se met sur le génocide. Puis après Solidarność, dans les années 80, en fait, il y a une déroute du système, tout s'effondre, la propagande s'écroule, les propagandistes en fait ne savent plus trop quoi dire, la crise est énorme, on pressent que les choses vont changer. Le moment médiatique même du procès, excusez-moi cher Serge, a été très très mal choisi. Le 9 mai, il y avait l'anniversaire de l'effondrement de l'Allemagne nazie, ce qui bien sûr dans tout le bloc de l'Est a été fêté d'une manière quasiment russe.
Le 9 mai même, il y a eu la plus grande catastrophe aérienne dans l'histoire de la Pologne. Un avion en route vers New York s'est écroulé juste après son décollage, plus de 180 morts, ce qui forcément, bon, le 9 mai c'est un samedi, donc le lundi du 11, bon, c'était là que les articles ont paru. Et puis le 11 mai, ben, c'était le début du bac en Pologne, ce que les journaux retiennent toujours. Donc on est dans un mauvais moment, je veux dire, pour en parler. Néanmoins, j'aimerais prendre surtout l'exemple de la Tribune du Peuple, qui est l'organe central quotidien du parti. Un journal, dans les années 80, je veux dire, plus personne n'y fait attention, plus personne n'y croit, uniquement les apparatchiks le lisent. Néanmoins, bon, c'est là qu'on retrouve la ligne du parti. Et c'est très très intéressant. Le 11 mai, donc le lundi, il y a un article d'envergure qui fait plus ou moins un quart des pages internationales sur le début du procès, où en fait, on montre la lutte de la résistance et la solution finale de la question juive, entre guillemets. Il y a un rappel des procès de 52, de 54, etc. Puis on déplore que les crimes de guerre en France sont sujets à péremption, alors ce qui fait que donc l'accusation ne portera que sur des crimes contre l'humanité, parce que cela met de côté toute la résistance communiste qu'il aurait fallu, bien sûr, voir à l'époque. Le nom d'Isieux est cité, viennent les sondages qui montrent en fait que la France est profondément divisée. Cela montre donc encore une fois cet Occident qui n'a pas fait son travail, etc. Très, très, très intéressant. Et s'ensuit donc toute une réflexion historiographique qui oppose le grand personnage du général de Gaulle, là je cite, à une France couverte de la honte, de la capitulation et de la collaboration. Donc c'est bien ce créneau-là. Et c'est en fait un créneau des années 60 que je dirais. Là, les journalistes ne sachant plus trop en 87, à 2 ans de l'éclatement du système, ils ont pris un choix assez sécurisé, hein, le langage des années 60. Le lendemain, le procès arrive sur la une. Je suis Klaus Altmann, c'est le grand titre. Les événements du procès sont décrits, bien sûr, tous les interprètes, etc., bon, toute la logistique. Par contre, les Juifs disparaissent complètement. Certains témoins sont brièvement présentés, et retenez bien l'ordre: Jacques Chaban-Delmas en premier, Geneviève de Gaulle en seconde, Marie-Claire Vaillant-Couturier, bien sûr, en troisième, et là c'est l'occasion de replonger sur la résistance communiste, et puis Elie Wiesel, dont il est juste dit qu'il a reçu son prix Nobel l'année d'auparavant. Mais qui est Elie Wiesel? L'identité, on ne la connaît plus. C'est très intéressant parce que visiblement, il a dû y avoir une réunion le soir du 11 qui a quand même replacé l'information complètement ailleurs. Par contre, la France est encore plus divisée que la veille, donc ce que la manifestation de l'extrême droite qui déferle sur les rues de Lyon prouve à tous les lecteurs. Puis arrive à ce moment-là des renseignements sur le rôle des services américains à l'échappatoire, la manière dont Barbie s'est échappé de l'Europe. Et c'est cette question-là du service de renseignement américain qui le remporte complètement dans la tribune, car le 3e jour, donc le mercredi, l'accent est mis complètement sur le témoignage d'un ancien officier des services des États-Unis, et puis sa phrase « J'ai utilisé le service du diable ». Le mot de diable n'apparaît pas fréquemment dans la presse communiste, vous pouvez vous en douter. Même s'il y a un retour sur le procès, il est très très fortement rappelé que les États-Unis ont utilisé à la fin des années 40 Barbie pour infiltrer des groupes de communistes sur le territoire allemand contrôlés par les Américains. Et là, ça nous replonge en fait dans les années 50. C'est cette idéologie, n'est-ce pas, où Klaus Barbie, les ricains, le capitalisme triomphant, etc., ça en fait une. Les autres journaux ont repris en général le thème uniquement le lundi, d'une manière beaucoup plus brève, en fait reprenant surtout un descriptif de la logistique du procès, plus de 100 témoins, 35 avocats, etc. etc., etc. Mais c'est vraiment la tribune du peuple qui, je crois, montre qu'ils ne savent plus s'il faut puiser dans les années 60, 70 ou 50, parce que
tout s'écroule à ce moment-là, la crise est énorme, on pressent la fin du communisme. Donc bon, qu'est-ce qu'il faudrait en retenir? En fait, bon, c'est juste une image que j'ai essayé de présenter. Il aurait fallu peut-être le comparer à la presse russe, allemande de l'Est certainement, peut-être hongroise aussi, et certainement yougoslave ou albanaise qui était plus loin du Kremlin. Cette étude-là, pour des raisons linguistiques, je suis absolument incapable de vous la fournir, mais j'invite tous les polyglottes présents à s'y pencher. Merci bien. Merci beaucoup. J'aimerais poursuivre avec vous, M. Tsiwinski, sur la question finalement, dans les deux cas, vous avez tous les deux parlé de la réception du procès, de la couverture médiatique du procès quand il s'est ouvert et pendant son déroulement. Aujourd'hui, on commémore le 30e anniversaire de ce procès. Est-ce que vous pouvez vous placer l'un et l'autre, c'est la même question finalement pour vous deux, dans vos pays respectifs aujourd'hui, avec les énormes changements qui ont eu lieu particulièrement en Pologne, et nous dire si, avec le recul du temps, ce procès a eu une influence soit sur l'historiographie, soit sur la reconnaissance des crimes contre l'humanité, une certaine visibilité ou pas, ou une vision politique ou sociale de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Sincèrement, je ne pense pas que l'influence était très grande, dans la mesure où chaque pays concerné avait ses procès propres. Je veux dire, quelque chose qui est très important en France, qui a fait un bruit énorme en France, peut correspondre à ce que, je ne sais pas, fut le procès d'Eichmann en Israël ou les grands procès de Varsovie d'après la guerre en Pologne, etc. C'est vraiment quelque chose qui est propre au Nuremberg en Allemagne. C'est quelque chose qui est propre à l'évolution et de la pensée juridique, qui d'ailleurs est une pensée propre à chaque pays. Je veux dire, c'est quand même une juridiction nationale qui l'emporte. Historiographique, par exemple. Je pense que ce procès a fait que Klaus Barbie est certainement le nom de la Gestapo, le nom nazi de France le plus connu, je pense, dans l'historiographie. C'est peut-être ça l'apport le plus important. Maintenant, l'évolution de la pensée sur les droits de l'homme dans une Pologne communiste... la post-communiste, elle s'est éveillée longuement sur ces questions-là, de la Shoah surtout. La mémoire étant transportée en Pologne non pas par les victimes juives après la guerre, mais par les victimes, les survivants politiques, soi-disant. Ces deux mémoires, donc celle de l'Occident et la polonaise, se sont rencontrées dans les années 90, ne sont complètement pas comprises. Je veux dire, les sentiments, les émotions étaient à l'extrême. Heureusement, je n'ai pas dû m'occuper d'Auschwitz à ce moment-là, parce que je ne sais pas si j'y aurais survécu. Et ce n'est que, en fait, dans les années 2000, me semble-t-il, des deux côtés, j'insiste là-dessus, que les deux mémoires, en fait, ont appris à se reconnaître, à s'apercevoir, à se comprendre. C'était une évolution longue, mais je crois nécessaire, et peut-être heureusement que ça n'a pas été brusqué trop rapidement. Vous répétez la question? La question, c'est aujourd'hui, vous avez parlé de la réception du procès il y a 30 ans, quand il a eu lieu. Aujourd'hui, où se situe-t-on 30 ans plus tard? Vous nous avez lancé quelques petites pistes alléchantes, notamment la question du procès Pripke, et plus généralement, est-ce que vous pouvez nous parler de l'évolution de l'historiographie de la Shoah en Italie, peut-être aussi de cette notion de tribunalisation que vous avez évoquée tout à l'heure, et de ces parallèles, ces coïncidences historiques qui n'en sont peut-être pas, notamment le procès Pripke que vous avez évoqué. Oui, tout d'abord, je voudrais faire une petite réflexion. Toujours, je me place sur le chemin de la comparaison. Parce qu'en fait, il y a une chose étrange plutôt. Alors, on a les deux pays alliés disons,
collaborationniste latent allié de l'Allemagne nazie. Donc, deux pays avec sa propre loi antisémite, en Italie 38, et qui ont collaboré avec fierté à la déportation, donc, et au système de violence qui était mis en place dans chacun pays. Et donc là, alors, je voudrais réfléchir un peu sur les débuts. Donc, les débuts, c'est, si je ne me trompe pas, c'est comment? Donc, vous avez deux amnisties, deux grands systèmes d'amnistie en Italie et en France. En Italie, c'était l'amnistie à Togliatti, au 47. En France, on a, je pense, deux grandes lois, 51 et 53, d'amnistie. Donc, il y a une espèce de nuages. Hein. Après les premiers procès, les questions et après, vous avez deux grands procès pour des crimes, pour des massacres qui sont comparables, parce que sont les apparats SS, donc c'est Oradour et Marzabotto, d'une ville et une région, un territoire, avec des centaines de victimes. Et chacun, donc, pour 51-53, donc environ dans la même année, donc dans la même posture politique, on a, dans le même climat, on a ces deux grands procès. Et l'une et l'autre se sont déroulés sous des cours militaires. Donc, ce n'est pas des procès faits par des cours civils, mais militaires. Après ça, on a une espèce de bifurcation. Et là, je voudrais un peu parler de ça. Une bifurcation qui fait à la fin, avec un regard rétrospectif, qu'on peut trouver un décalage d'une dizaine d'années. Parce que je veux retourner maintenant, je plonge dans les années 80, les points de tournage, de tout ça. Et donc, les procès Barbie s'inscrit en pleine années 80, et en Italie, j'ai dit un peu de la réflexion, de la réception et de la manque d'une réflexion sur les crimes, notamment le crime des collaborations dans la déportation des Juifs d'Italie. Donc en Italie, les procès Barbie, ils servent pas pour mettre à l'ordre du jour les chantiers historiographique, juridique, qui s'occupe de la question de la déportation des Juifs d'Italie, qui était fait à partir après le septembre 1943, donc après l'occupation nazie de l'Italie et la mise en place d'une deuxième, disons, gouvernement à Salò, dans le nord d'Italie, fasciste de Mussolini. Et avec la pleine collaboration de les forces de la milice italienne, les Camicie Nere. Donc, on a eu en Italie une époque où on disait, comme on a fait pour Vichy, que c'était une espèce de la stratégie mise en place par les gouvernements de Mussolini, la Repubblica di Salò. Ça, c'était fait pour une espèce de double jeu. C'est-à-dire, ça a servi pour défendre un peu les intérêts des citoyens italiens. Ça, c'est pas vrai. C'est tout à fait différent. Dans les années 80, l'historiographie a démontré définitivement qu'il y a eu une collaboration enthousiaste de cet système de déportation. Donc, Barbie, il n'est pas utilisé en Italie, il ne sert pas pour revire la question. Il faut attendre des années. Et là, vraiment une chose, Lazare qui entre dans l'histoire. C'est une histoire extraordinaire, vous savez, parce que Pripke, qui a une histoire, parce qu'il avait presque le même âge des Barbie, donc c'est des petits... des officiers, mais de petite taille. Donc, il était en Argentine, lui, il était trouvé, il était dénoncé, à la fin, il était extradé en Italie, donc, et il était jugé par un tribunal militaire pour les crimes de tuerie qui s'appelle l'omicidio delle fosse ardeatine, c'est-à-dire une fusillation qui était faite comme représailles
Donc rien à voir avec la déportation des Juifs. On n'a jamais parlé de ça en Italie. Et ça marque aussi une manque au niveau juridique. Parce qu'aujourd'hui, encore, on attend. On n'a plus le temps maintenant, mais on attend un procès qui peut parler de la collaboration dans la déportation. Donc, c'était comme on a dit ce matin, un crime de guerre qui devient un crime contre l'humanité, mais en fait, c'est une représaille. Donc, la défense de Pripke insiste beaucoup sur ça. C'est un acte légitime des représailles. Donc, ça, tout le procès s'est joué sur ça. Pripke, il est processé, et pendant l'instruction du procès Pripke, un magistrat militaire, Antonino Intellisano, il découvre par hasard, dans une pancarte, il y a une pancarte dans le siège du tribunal militaire, et cette pancarte, il se casse, et il roule, et derrière les pancartes, il y a des dossiers d'instruction commandés par le ministère de l'Intérieur italien des années 50-60, qui sont vraiment une espèce de trésor extraordinaire, des documentations, des archives, donc des pièces d'archives, des accusations par respect aux crimes nazis en Italie. Surtout des massacres, on a eu beaucoup de massacres en Italie pendant les derniers mois de la guerre. Donc ça, c'est une espèce de chose qui tombe en plein procès Pripke et qui produit une sorte de grandes saisons, disons, des procès qui, à partir de la fin des années 90 donc début des années 2000, mais avec une question par rapport à Barbie, ils sont passés combien d'années? 25 ans. Donc, les amputés sont c'est des gens très âgés. Et Barbie, il avait combien? Il avait 73 au moment du procès. Il avait 73 ans, je pense. Oh, oui. Pripke, il avait 20 ans, 10 ans en plus, donc il était presque octogénaire. Donc ça produit aussi dans l'opinion publique une espèce de commisération pour cet vieux. Cet ancien officier, en plus il n'a jamais... pardon? Ah oui, oui, je termine. Donc, non, et donc ce décalage, c'est un décalage aussi d'âge anagraphique, je voudrais dire, ça produit aussi une autre perception encore. Mais surtout, l'effet que les juges sont tombés sur cette question de l'armoire de la honte. Ça s'appelle les scandales de l'armoire de la honte qui étaient cachés par volonté politique. Donc c'était la politique qui avait caché ça, qui avait empêché aux magistrats à l'époque de conduire les procès. Et donc ça a changé pour des raisons très simples à expliquer. Faire des procès, mettre en cause la responsabilité allemande, ça signifiait en même temps mettre en responsabilité juger les responsabilités des criminels de guerre italienne, notamment dans les Balkans. Donc on a fait une espèce on a gommé tout ça, donc on ne fait pas des procès aux criminels nazis, et vous processez pas les Italiens. Donc ça, c'est une espèce de... Et donc, ça produit, je termine, ça produit une saison très importante pour les procès pour crimes de guerre, mais ce sont des crimes faits contre les civils et jamais contre qui met en cause la déportation. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais discuté dans une cour de justice en Italie et donc on a sanctionné la question de la déportation d'Italie et de la collaboration d'Italie. Personne en Italie était jugé italien, donc était jugé pour la collaboration à la déportation. Nous sommes réunis ici autour de la mémoire, et la mémoire est de plus en plus, je veux dire, proche ou inscrite dans l'éducation. Cela fait quelques années qu'à Auschwitz, nous avons voulu remercier les grands pôles de l'éducation au monde, je pense, oui. Nous avons donc mis en place un prix qui s'appelle
la lumière de la mémoire. 3 personnes l'ont reçu, dont Bartoszewski, dont Chalev de Yad Vashem, etc. Et je pense que ici, à Isieux, devant cette photographie, devant ce public, et durant cette journée, on n'aurait pas pu choisir un meilleur moment et un meilleur endroit pour remercier Serge Klarsfeld de tout ce qu'il a fait en matière d'éducation. Je me refuse obstinément à le justifier plus, car je crois que toute sa vie le justifie amplement. Très cher Serge, accepterais-tu de recevoir notre lumière de la mémoire ? Je voudrais remercier Piotr Siwinski. C'est vraiment un cadeau, un prix qui m'apporte beaucoup, parce que j'aurais pu mourir à Auschwitz-Birkenau. C'est vraiment un miracle qui m'a sauvé, un miracle paternel. Mais également, j'ai eu une deuxième naissance à Auschwitz-Birkenau en 1965, quand je m'y suis rendu seul en pèlerinage et que je me suis retrouvé à Birkenau tout seul, et que ma vie a pris un autre tour et que j'ai compris les responsabilités de ma génération de juifs qui était la première génération à avoir vu une menace totale sur le peuple juif et en même temps avoir vu la résurrection d'un État juif souverain et indépendant. Donc à Auschwitz, comment dire, j'ai une nouvelle naissance et mon épouse y a contribué puissamment, puisque si je n'avais pas épousé une Allemande, et une Allemande telle que Beate, eh bien, je ne me serais pas engagé comme je me suis engagé. Et d'ailleurs, c'est elle qui s'est engagée la première. Mais derrière moi, j'avais la force de celui qui avait été à Auschwitz et à Birkenau, quand Birkenau était un désert de visiteurs. Aujourd'hui, ce sont des millions de visiteurs. Donc, recevoir ce prix, et surtout à la suite de M. Bartoszewski, qui a été un héros de la résistance polonaise et un ami des Juifs pendant la guerre, et un ami des Juifs en acte et pas simplement en parole ou en parole de compassion. Il s'est engagé pour les aider. Et les autres récipients, rappelez-moi leur nom. Avner Chalev est un ami, et c'est lui qui a fait de Yad Vashem le plus grand centre de documentation et puis de mémoire sur la Shoah. Et qui était la créatrice du centre d'éducation à Auschwitz. Voilà, donc la pédagogie n'est pas mon fort. Je suis pédagogue, mais à l'échelle du pays. Récemment, c'était il y a 3 jours, j'ai dû parler aux jeunes, 500 jeunes à Lyon le matin, 500 jeunes l'après-midi. J'aime pas beaucoup cela, mais à l'échelle d'un pays, avec les procès que nous avons pu susciter, ou les affaires qu'on a suscitées de Papon, Le Guet, Bousquet, Touvier, on a joué le rôle de pédagogue en France pendant des années. Donc je suis très heureux de recevoir ce prix.
Voilà, je suis venu avec un petit sac et je repars avec, voilà, avec beaucoup de matériel et disons quelque chose qui m'honore vraiment parce que ça vient d'Auschwitz et le musée d'État, grâce à Piotr Szywiński, est un lieu de débat, de discussion, de liberté et puis également de respect à l'égard de tous ceux qui ont été exterminés à Auschwitz et Birkenau. Il faut toujours dire Auschwitz-Birkenau. Et également, Piotr Szywiński a pris l'initiative de faire en sorte que tous les autres lieux d'extermination soient sauvegardés, que leur mémoire soit tout à fait précise, que la documentation soit rigoureuse et que dans l'avenir, il n'y ait pas seulement Auschwitz-Birkenau, mais il y ait aussi Sobibor, Chelmno, Stutthof et Majdanek, que tous ces lieux soient préservés. Il vient d'en prendre récemment l'initiative au nom de la Pologne et je pense que le monde juif aidera beaucoup dans cette grande entreprise de mémoire. Voilà. Je vous remercie. Et puis-je ajouter, je voudrais simplement ajouter que je voudrais simplement ajouter que de le recevoir ce prix à Isieux et ses enfants, j'ai vécu avec eux pendant très longtemps. Je continue à vivre, en particulier avec Georgie Alpern et récemment encore avec Beate. Nous étions à Vienne avec des amis autrichiens. Eh bien, on a inauguré, dévoilé une très belle stèle en plein centre de Vienne pour les 7 enfants autrichiens qui ont péri après leur arrestation ici et en particulier devant le domicile de Georgie Alpern. Et Georgie Alpern est né quelques jours après moi et j'ai toujours le sentiment qu'il voit le monde avec mes yeux et que je le transporte avec moi comme je transporte la plupart des enfants de juifs déportés de France, puisque j'ai écrit leurs noms, tous leurs noms. Ils étaient plus de 11 000. Et 11 000 déportés de France, cela donne beaucoup de responsabilités à la France, et en particulier celle de ne pas avoir 11 millions de gens qui votent Le Pen. Espérons que la prochaine fois, non.